Bonjour. Donc moi je m'appelle Joël Guillot. Ma spécialité c'est le changement climatique et plus particulièrement le changement climatique du passé qu'on appelle la paléoclimatologie. Donc c'est l'étude des variations du climat depuis des milliers et des milliers d'années. Enfin il y a différentes échelles de temps. Et évidemment quand on travaille sur le climat du passé, on a aussi envie de travailler sur le climat du futur. Et donc j'essaye de faire le lien entre le réchauffement qu'on a actuellement et ce qu'on a connu dans le passé. Alors, je vais essayer de vous démontrer que la science du climat, c'est vraiment une science interdisciplinaire où plein de disciplines interviennent. Alors, d'abord, il faut définir un peu ce que c'est l'interdisciplinarité. Il y a plusieurs mots dont vous avez déjà entendu parler. Il y a multidisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité. Bon, des fois, à la place de multidisciplinarité, on dit pluridisciplinarité. Alors, je vais essayer de vous montrer la différence entre ces trois notions pour commencer. Vous avez dans le graphique qui est à droite de l'écran, les ronds avec des couleurs, c'est le monde de la recherche. Et les couleurs, les petits ronds en couleur, eh bien, c'est les différentes disciplines. À droite, vous avez le monde des utilisateurs de la recherche, le monde politique, les collectivités, les décideurs qui ont besoin des résultats des chercheurs pour prendre leurs décisions. Alors, si le chercheur où les chercheurs travaillent dans leur projet simplement en demandant au monde des utilisateurs ce dont ils ont besoin, et puis après qu'ils leur fournissent les résultats, et les différentes disciplines travaillent plus ou moins en parallèle, et à un moment donné mettent les choses en commun, eh bien c'est pas très convergent, et on appelle ça de la multidisciplinarité. Donc c'est simplement des disciplines qui sont posées côte à côte. On peut aller un petit peu plus loin. On a toujours le monde des utilisateurs et le monde de la recherche qui sont bien séparés, avec des interactions. Vous voyez une petite flèche qui veut dire petite interaction, une grosse flèche, plus grosse interaction. L'interdisciplinarité, eh bien, vous voyez les ronds de couleurs se combinent beaucoup plus. Ça veut dire que les différentes disciplines, toujours au niveau de la recherche, se mettent ensemble dès le début du projet et travaillent réellement ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Et puis l'étape suivante, c'est la transdisciplinarité. On essaye de faire converger beaucoup plus le monde de la recherche et le monde des utilisateurs. Donc c'est pour ça que vous voyez le carré, le rectangle des utilisateurs pénètre le rond des chercheurs, parce que le sujet de recherche va être défini ensemble. Et à tout moment, pendant toutes les étapes du développement de la recherche, il y a des interactions entre les deux communautés. Et donc à ce moment-là, on parle de transdisciplinarité. C'est évidemment, je ne vous cache pas que c'est le plus difficile à mettre en place, parce qu'on n'a pas les mêmes échelles de temps. Les décideurs, ils ont besoin d'informations pour prendre des décisions assez rapidement. Le chercheur, il a son temps, il va travailler sur des projets qui durent plusieurs années. Donc il faut essayer de concilier les échelles de temps. Il y a un problème de vocabulaire aussi, de langage. On ne se comprend pas forcément directement. Il faut apprendre à maîtriser un petit peu le langage de l'autre. C'est pareil pour l'interdisciplinarité, mais à l'intérieur du monde de la recherche, il faut qu'un sociologue apprenne à comprendre le langage du climatologue, par exemple, et le climatologue, celui du juriste, etc. Ce n'est pas non plus évident. Mais quand on rajoute le monde de l'utilisation de la recherche, alors ça rend les choses encore plus compliquées. Voilà. Alors, le changement climatique, voilà un petit peu les interactions qu'il y a entre les différents aspects. Alors, vous avez à gauche... Je prends ça. Ici, vous avez les facteurs qui influencent le climat. Ce sont, bon, j'imagine que vous le savez, puisque vous avez eu des cours là-dessus, qui sont rejetés essentiellement par les énergies fossiles. Là, il y a les aérosols, donc c'est les pollutions d'aérosols. Tout ça influence le climat. Alors, qu'est-ce que c'est le climat? Eh bien, c'est les changements de température, les changements de précipitation. Et puis, du fait de l'augmentation de la température, on a une élévation du niveau de la mer à cause de la fusion, à cause de la fonte des glaces. Et puis, il y a les phénomènes extrêmes, les inondations, les sécheresses, les canicules. Donc, tout ça, c'est le système climatique. Et ce système climatique a une influence
sur les écosystèmes et les ressources. Alors, les écosystèmes, ça peut être des écosystèmes naturels comme une forêt, tropisés, comme par exemple un agrosystème, une ferme si vous voulez. Et il y a les aspects ressources en eau, il y a les aspects sécurité alimentaire, donc essentiellement liés à l'agriculture, à la pêche, enfin tout ce qui produit de la nourriture. Il y a l'habitat, les villes, il y a le fonctionnement de la société et la santé. Et donc tous ces secteurs-là, on parle de secteurs, sont plus ou moins vulnérables au changement climatique. Donc on parle d'impact, donc c'est l'effet de ces changements climatiques sur les ressources et les écosystèmes, et puis de vulnérabilité, parce que certains systèmes, certains secteurs sont plus vulnérables que d'autres. On va revenir là-dessus. Et alors, à partir de ça, eh bien, il faut prendre des décisions qui sont locales, c'est des décisions locales des collectivités. Comment on va à la fois s'adapter au changement climatique. Donc la température a déjà augmenté à peu près depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, de 1 degré en moyenne sur le globe. Donc il y a déjà eu des changements assez importants. Et le rapport du GIEC qui est sorti le 8 octobre sur le réchauffement à 1,5 détaille un petit peu tout ce qui s'est déjà passé et tout ce qui va arriver si le réchauffement continue. Donc on doit s'adapter au changement qui est en marche et on doit aussi essayer d'atténuer le changement, c'est-à-dire faire en sorte que supportable. Alors le rapport du GIEC à 1,5 parle de 2 degrés et de 1,5. En fait, c'est les accords de Paris en 2015 qui ont été signés à l'issue de la COP 21 à Paris, qui a mis dans un de ses articles, l'article 4, il faut essayer de contenir le réchauffement à 2 degrés et si possible 1,5. Alors on parle là de réchauffement global, hein, c'est la moyenne sur le monde entier. Et localement, il y a des endroits où le 1,5 degré ou le 2 degrés, ça fait beaucoup plus. En région méditerranéenne, on est déjà à 1,5 degré, si pas presque 2 degrés dans certains endroits. Donc il faut essayer d'atténuer par la prise de décision. Par exemple, développer les transports en commun, mettre des pistes cyclables, pousser les gens à prendre leur vélo, à marcher, etc., plutôt que de prendre leur voiture. Tout ça, c'est des décisions locales qu'il faut favoriser, que les politiciens doivent favoriser et que les citoyens doivent mettre en pratique. Donc vous voyez qu'il y a là-dedans plein de disciplines qui interviennent et c'est l'interaction de toutes ces disciplines qui permettent d'avoir une stratégie sur le climat qui est cohérente. Alors, en interdisciplinarité, une notion fondamentale, c'est le risque. Quand on se met dans un écosystème ou une société humaine, quel est le risque apporté par le changement climatique? Eh bien, le risque, il dépend de 3 facteurs. Le premier, c'est l'aléa. L'aléa, c'est le changement climatique lui-même. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Le climat change. Voilà, c'est plus ou moins aléatoire. Où il y a des tendances, comme on connaît actuellement, mais c'est quelque chose qui ne dépend pas de la société elle-même, enfin dans une première approximation. Et puis, il y a l'exposition. Alors, si par exemple, vous parlez du changement climatique dans une zone désertique où il n'y a personne qui habite, eh bien, il n'y a personne qui est exposé au changement climatique. Donc là, ici, il n'y a pas d'exposition. Donc pour avoir une exposition, il faut qu'il y ait des gens qui y habitent. Et par exemple, c'est la montée du niveau de la mer avec les gens qui habitent en Camargue, par exemple. Et bien là, ils sont exposés à la montée du niveau de la mer. Donc ça, c'est l'exposition qui intervient. Et puis, il y a la vulnérabilité. Si vous prenez le Bangladesh, par exemple, il vit au niveau de la mer. Hollande, qui vit aussi au niveau de la mer ou en dessous du niveau de la mer, ils ne sont pas vulnérables de la même manière. On a une société riche en Hollande qui est capable d'élever, donc de diminuer la vulnérabilité. Au Bangladesh, ils ont beaucoup moins d'argent, et donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'adapter. Et c'est la combinaison de ces 3 facteurs, aléa, vulnérabilité, exposition, qui définit le risque. Donc si un des il faut que les 3 facteurs soient supérieurs à 0, si vous voulez. On parle de probabilité dans ce cas-là, pour qu'il y ait un risque. Et donc,
ce système-là, le moteur, c'est le système climatique, et puis le récepteur, eh bien, c'est les processus socio-économiques, c'est les profils d'évolution socio-économique. Par exemple, est-ce qu'on va diminuer les énergies fossiles, les énergies renouvelables? Donc ça va donner un profil d'évolution socio-économique. Et les mesures d'adaptation et d'atténuation qu'on prend, et la gouvernance. Tout ça influence le système du risque. Donc vous voyez, ce genre d'approche implique toute une série de disciplines. Et alors maintenant, je vais arriver plus au niveau du travail à ce niveau-là. Alors, un laboratoire d'excellence qui englobe une dizaine de laboratoires de toutes disciplines. Il y a des géosciences, moi personnellement je travaille dans les géosciences, on a des économistes, des juristes, etc. Et on essaye de définir des projets ensemble. Et ça, c'est travailler à l'interface des disciplines. Et puis, on essaye aussi d'être utile à la société. Et donc, on va travailler avec la société. C'est par exemple le GREC Sud dont va parler Antoine après mon exposé. Donc, voilà le cadre au niveau de la recherche. Alors, bon, ici, je prenais un exemple sur la biodiversité. Par exemple, vous avez le climat, c'est la physique, de l'écologie et de la biologie, de la génétique. Encore énormément parce que ça reste des sciences dures. Après, il y a les activités humaines. Au niveau des activités humaines, il y a par exemple les énergies fossiles, la déforestation. Eh bien, il y a différentes disciplines qui interviennent. La géographie qui nous fait un peu le bilan des ressources d'énergie fossile, de déforestation. Il y a l'histoire aussi parce que il faut voir un peu comment ça s'est passé avant, parce que le climat n'est pas quelque chose d'isolé dans le temps. Il dépend des émissions qu'il y a eu depuis un siècle et demi. Eh bien, les gaz à effet de serre qui ont été émis sont toujours présents dans l'atmosphère, enfin en tout cas une bonne partie. Et puis alors après, il y a toutes les activités, la surpêche par exemple, la déforestation. Tout ça, eh bien, ça fait appel au droit, à l'économie, au droit de l'environnement. Donc, un seul chercheur ne peut pas tout gérer et il faut travailler forcément en communauté. Alors bon, ici c'est des exemples de connexion avec le climat. Il y a les villes avec ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Dans une ville, il fait en fait beaucoup plus chaud que dans la campagne environnante parce que les bâtiments entretiennent une ambiance de réchauffement beaucoup plus importante. Les canicules que vous connaissez, comme par exemple celle qu'on a eue cette année, l'agriculture, les réserves en eau, le littoral avec la mer qui monte et qui ronge le littoral. Là aussi, il y a l'eutrophisation. Les lacs avec les rejets humains sont de plus en plus riches en minéraux et en nutriments et ça fait des blooms d'algues ou de différentes plantes. Il y a les incendies de forêt, les inondations. Et dans les biodiversités, le GIEC a montré qu'il y avait déjà pas mal de plantes et d'animaux, de différents types d'animaux qui étaient en régression très forte depuis quelques dizaines d'années. Il y a le tourisme qui est une activité qui est importante d'un point de vue économique, qui est à la fois générateur de ressources financières, mais qui va aussi pâtir du réchauffement parce que les plages vont devenir trop chaudes et les gens vont plus tellement aimer aller se dorer au soleil là où la température va atteindre 35 degrés. Et en même temps, le tourisme de masse génère également des dégâts sur l'environnement et le réchauffement climatique. Les stations de neige également sont première loge du changement. Alors je vais vous juste terminer par un petit exemple de recherche. Alors c'est pas du climat futur, là c'est du climat du passé. Parce que le climat du sur comment ça fonctionne. Et on peut regarder par exemple les interactions entre le climat et les sociétés du passé. Ici c'est le sud de la France, dans le Luberon. C'est un chercheur postdoc, Daniel Contreras, qui est venu des États-Unis, qui est venu à ce projet-là, et qui a utilisé une base de données qui s'appelle Patriarche,
qui est en fait qui compile toutes les fouilles des archéologues dans la région sur 10 000 ans et qui nous donne les endroits en fait où il y avait du monde qui occupait les sites. Climatologue, agronome, économiste, archéologue, écologue. Voilà, la région, vous la voyez là, le village gaulois qui résiste, donc c'est le Luberon. Et tous les points qui sont là, c'est les points où on a des données d'archéologues. Donc on sait que dans ces points-là, il y avait des gens qui habitaient dans le passé. Et on va utiliser un modèle. Je pense que Albert, tu en parles Albert Oui, d'accord. Donc c'est un modèle qui a été construit ici par Albert Bondeau qui essaye de calculer la productivité agricole. Il y a toute une série de cultures. Il y a évidemment les céréales, mais il y a aussi les vergers, les olives, les vignes, etc. Les pâturages. Tout ça, ça évolue en fonction de plein de paramètres différents, du sol. Il y a tous les échanges au niveau écologique entre l'atmosphère et les plantes. Et le moteur du changement, c'est essentiellement le climat. Donc si vous donnez moins d'eau à vos cultures, eh bien, elles vont en souffrir et la production sera moins bonne. Donc un modèle, c'est quoi? C'est un programme informatique qu'on nourrit avec des données et il vous restitue un certain nombre de choses. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est la production agricole. Alors voilà, dans cette zone qui est un agrandissement de la région du Luberon, eh bien, vous voyez en rouge, c'est les zones où la productivité était moins forte que les régions en vert. Vous voyez ici, il y a les rivières, et dans les vallées, eh bien, la production était meilleure que sur les sommets des montagnes environnantes, qui ne sont pas énormes, hein, c'est le Luberon. Et voilà, donc on peut comparer, est-ce que les populations ont intérêt à se mettre dans les vallées ou sur les sommets? Donc quand on regarde la production agricole, hein, vous voyez ici c'est en tonnes par hectare. En rouge c'est moins élevé et en vert c'est plus élevé. Et pour obtenir ce genre de carte, eh bien c'est une interaction entre climatologues, historiens, puisque là on parle du passé. Ici c'est une carte qui a été calculée pour il y a 3000 ans. Écologues et agronomes. Alors voilà ici le résultat principal. Le graphique a l'air compliqué, mais en fait il est assez simple à comprendre. Si on calcule depuis ici, on est à 9000 ans, il y a depuis 9000 ans jusque maintenant, en vert, on calcule la moyenne de la productivité agricole de toute la zone. Donc je reviens en arrière. On fait la productivité de tout ce carré-là et on en fait la moyenne. Donc aussi bien les zones de basse altitude que les zones de haute altitude. Et on obtient cette courbe en vert. Alors il y a un intervalle de confiance parce que il y a toujours une variabilité hein, d'une année sur l'autre et il y a des erreurs, etc., des incertitudes. Et tout ça est repris dans l'intervalle de confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que si maintenant on refait le même calcul, mais uniquement pour les sites qui ont été occupés dans le passé, donc là où les archéologues nous disent, eh bien là il y avait des gens qui habitaient, et là il n'y avait personne qui habitait, donc si on ne retient que les sites qui ont été occupés, eh bien on a des valeurs qui sont en bleu. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que le bleu est toujours au-dessus de l'intervalle de confiance du vert. Donc ça veut dire que les gens naturellement avaient tendance à aller habiter et à cultiver les zones qui étaient les plus productives. Donc ça, c'est un résultat intéressant, parce qu'ils n'avaient pas les modèles pour leur dire, et donc c'est quelque chose qu'ils ont acquis avec l'expérience. Sauf ici, il y a une période où ce n'est pas le cas. Alors ça reste à discuter. Pourquoi, à un moment donné, il y a 3000 ans, eh bien, les gens n'ont plus occupé les zones qui étaient les meilleures pour l'agriculture. C'est peut-être des raisons qui sont politiques, c'est peut-être des histoires de guerre, etc. En tout cas, ce n'est pas pour des raisons climatiques. Donc voilà le genre de recherche qu'on peut faire. Et l'étude du passé, voir comment les gens réagissent par rapport à des stress, eh bien, ça peut être enrichissant pour mieux appréhender le futur. Alors, pour pouvoir
être utile à la société. Antoine va vous parler du grec sud. Et ce dessin-là vous montre bien le scientifique. Il est rivé sur ses graphiques. Il ignore un peu, enfin ça c'est évidemment la caricature, il ignore un petit peu le monde qui l'entoure. Et le politicien, eh bien c'est un peu pareil. Lui, il n'ignore pas le monde qui l'entoure puisqu'il est rivé sur les enquêtes d'opinion, les sondages, et il ne voit pas les choses à long terme. Et donc, il faut essayer de faire réconcilier les deux mondes, les scientifiques et les politiciens, pour prendre les bonnes décisions. Et alors, maintenant, je vais terminer avec cette diapo. Les décideurs de demain, évidemment, c'est les étudiants d'aujourd'hui, donc c'est vous. Et il y a un vrai enjeu à ce que vous soyez sensibilisés et à comprendre les différentes facettes du problème, et pas uniquement des choses qui sont restreintes à une seule discipline. Donc, faire un peu interagir le savoir que vous fournissent les différentes disciplines. Et pour construire un enseignement interdisciplinaire dans les sciences du climat, eh bien, vous voyez, tout ce qui intervient, c'est la physique du climat, les négociations internationales. On est maintenant en période de COP24 à Katowice en Pologne, où il y a des négociations qui se passent entre les gouvernements des différents pays. Ça fait intervenir le droit de l'environnement, donc vous voyez des sciences sociales. Il y a l'impact sur la mer, sur l'agriculture et les forêts, donc ça c'est plutôt de la biologie. Sur la ville, avec des questions d'urbanisme, de biodiversité urbaine, les îlots de chaleur dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la santé, donc tout ce qui est médecine. Et évidemment, il y a ce qui est moteur, c'est les aspects économiques, parce qu'on ne pourra jamais rien faire si on ne s'occupe pas un petit peu du coût que ça implique. Alors, changer un peu le mode de fonctionnement de notre société, ce qui est absolument nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Évidemment, ça a un coût, hein, il faut s'adapter, il faut changer pas mal de choses. Mais par contre, donc c'est le coût de la lutte contre le changement climatique, mais il faut aussi prendre en compte le coût de l'adaptation. Si le réchauffement du climat est trop important, il va y avoir des dégâts sur l'environnement, par exemple, si vous prenez une inondation, ça a un coût, les canicules, sur les coûts sur la santé, etc. Et on chiffre en fait que l'adaptation à un réchauffement de 2 degrés va coûter à peu près 20% plus cher que l'adaptation à 1,5. Donc ce n'est pas négligeable. En PIB, eh bien, c'est plusieurs points d'indice. Donc tout ça, l'économie, si vous voulez, met un petit peu du liant entre tout ça et essaye de chiffrer les mesures à prendre de manière à ce que tout ça soit un peu argumenté. Voilà. Je vous remercie.